Mesdames et messieurs, fidèles internautes et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au jeu poker. Nous continuons le jeu poker qui reçoit des leaders d'opinion, des experts dans leur domaine et des spécialistes dans ce qu'ils savent faire. C'est au cours donc de ce jeu que nous découvrons beaucoup de choses, que nous apprenons la vérité. Poker reçoit ce soir monsieur Clément Mirassa, il est président du parti social-démocrate congolais PSDC. Monsieur Clément Mirassa, bonsoir. Bonsoir Arsène. Nous sommes très heureux de vous recevoir après plusieurs fois rendez-vous ratés. Finalement, on se retrouve. Finalement, le monde est petit. Et exactement, on se retrouve, le monde est petit. J'aimerais être sûr, monsieur Clément Mirassa, que j'ai en face de moi l'opposant des années 90 que nous avons connu. Ben, c'est le même, il se bat. C'est le même. Vous savez, pour la petite histoire, je me suis battu avec Bernard Kolela du MCDD, avec Jean-Pierre Tister Chikaya, avec Denis Sassou Nguesso comme opposant, mais maintenant, je suis opposant de Denis Sassou Nguesso. Ah ben voilà, donc vous n'avez pas changé, vous êtes resté dans votre place d'opposition. Je me bats, je pense me battre pour être constant. Mais je rappelle aussi également que vous avez été ancien ministre de la Transition, donc vous connaissez plusieurs dossiers de ce pays, tant économiquement que politiquement. Je veux rappeler quelque chose que les Congolais ignorent souvent. J'ai été à un moment donné de ma vie secrétaire du comité central du Parti congolais du travail, chargé de la gestion et des activités économiques du parti. Et un parti contre lequel aujourd'hui vous menez une lutte farouche parce que vous estimez qu'il ne respecte pas la loi. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on ne peut pas être à ce niveau et ne pas être exemplaire. Chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis, le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Vous êtes président du Parti social-démocrate congolais, l'un des vieux partis de ce pays, né, je crois, en 1990, avant la conférence nationale, ou bien pendant la conférence nationale. Et aujourd'hui, que représente ce parti? Est-ce qu'il se résume à vous-même aujourd'hui, ce parti? Oh non, il ne se résume pas à moi, mais il est l'objet de beaucoup de tracasseries. Mais nous résistons. Est-ce qu'en état actuel, un parti qui n'a pas d'élus, les militants, on ne sait pas là où se trouvent, est-ce qu'on peut espérer vraiment avoir un avenir politique? Ben, les Congolais connaissent dans quelles conditions les élections se déroulent dans ce pays. Monsieur Clément Mirassa, en dehors donc du PSDC, le parti que vous dirigez, mais il y a eu un moment, il y a 3 ans, ou 4 ans, 5 ans peut-être, où Madame Claudine Mounari, vous passiez la main pour le FROCAD. Apparemment, c'était pour l'achever complètement, le FROCAD. On n'en parle plus aujourd'hui. Si, le FROCAD, bon, Arsène, tu rappelles un épisode un peu difficile de ma vie politique, parce que Claudine est une amie de 30 ans. Et nous n'avons pas pu nous accorder pour la concertation de Madinga. Et je crois que entre l'amitié et l'intérêt général du pays, moi je pense avoir choisi de défendre l'intérêt général et j'ai pris sa place. Mais j'ai quitté, c'est le 25 novembre 2023 qu'on a tenu la convention et j'ai cédé le flambeau de façon pacifique parce que les gens voulaient que je continue. J'ai dit qu'il fallait qu'on respecte. Le front était déjà délabré, il n'y avait plus rien. Non, la passation, c'était un peu symbolique, juste non, pour respecter. Non, la fédération, elle existe. J'espère qu'après moi, on va continuer à l'animer. C'est Jean-Félix Dembatello, qui est en même temps coordonnateur de la composante Jean-Marie Michel Moukoko, qui en est le président. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, mais on n'a vraiment pas d'intérêt à ce que la fédération disparaisse. Est-ce que, en tant qu'ancien leader politique, parfois il vous arrive aussi de discuter avec d'autres opposants, peut-être qui sont dans les institutions, donc au Parlement, Pascal Tsatsima-Biala, qui est reconnu comme chef de file de l'opposition. Est-ce que vous vous rapprochez de lui parfois aussi pour échanger? Oh, d'abord, je n'ai pas aimé la démarche de la mise en place de ce fil. C'est pour moi, j'ai trouvé ça comme, excusez-moi l'expression, comme une démarche de corruption. Et à mon avis, et ensuite, on a osé dire à travers ce texte que le chef de file de l'opposition était le porte-parole de l'opposition, tout en reconnaissant qu'il y avait une opposition parlementaire et une opposition extra-parlementaire. Mais dans la pratique, on s'est rendu compte que
que Pascal Tchati Mabiala n'a pas été capable de mettre ensemble l'opposition. Et ça... vous ne vous reconnaissez pas en lui comme... Ah non. Moi, le point de vue, d'ailleurs, l'un des derniers points de vue sur lesquels je n'ai pas été d'accord avec lui, c'est lorsqu'il a dit que ceux qui étaient contre les accords du Congo avec le Rwanda étaient des xénophobes. J'ai réagi. Et ensuite, lorsque le Premier ministre a révélé que sur les 223 parlementaires, le seul parlementaire qui a soutenu le gouvernement dans ces démarches, il s'appelle Pascal Tchati Mabiala. Et sur ce problème de terre, je le dis et je le redis, le président Sassou doit le savoir. Clément Mirassa ne cédera jamais. C'est non. On y reviendra. Mais donc, un peu sur cette démarche, vous vous sentez, en tant qu'opposition, vous vous sentez trahi un peu? L'opposition qui est toujours un peu dans la lutte, dans l'attaque, et sur ce terrain, vous vous sentez un peu trahi par... Bon, on a été réconforté par la position du peuple. Est-ce que l'opposition a encore un avenir dans ce pays? Si, est-ce que vous avez été complètement écrasé ou non, l'opposition a beaucoup d'avenir. Il faut que les Congolais se rendent compte que l'avenir de ce pays ne se trouve plus avec le Parti congolais du travail. Les Congolais exigent et souhaitent maintenant une vision de changement et de rupture. Et c'est soutenu parce que et le Parti congolais du travail et le président Denis Sassou Nguesso, ils ont lamentablement échoué. Je ne serai pas long sur le bilan du président Sassou. Ça se résume en 2 phrases. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je crois que ça se passe de commentaires. Il y a qu'au Congo l'avenir de l'opposition, justement, est-ce que c'est avec vous ou bien avec des jeunes que vous formez? Mais nous sommes là pour avoir un certain nombre de positions et nous souhaitons que les jeunes prennent le relais. Lorsqu'on parle de la transition intergénérationnelle, j'entends les jeunes dire qu'il faut que nous quittions. Non, il faut que dans le débat d'idées, que les jeunes puissent être formés. Et quand on parle justement de léguer le pays, vous donc passez l'opposition entre les mains des jeunes. On vous a vu d'ailleurs ces dernières semaines, vous avez lié aux jeunes d'Estée Gavé sur une plateforme concernant donc l'accord avec le Rwanda. On y reviendra abondamment, croyez-moi. Est-ce que là déjà c'est une façon pour vous déjà de soutenir ce jeune opposant? Mais c'est justement la transition intergénérationnelle. Nous discutons avec Gavé, nous partageons des points de vue, nous arrivons à des points communs. Nous ne sommes pas dans une dictature, donc on respecte, on est tolérant, on respecte le droit à la différence. Et Gavé qui est jeune, s'il peut retirer quelque chose de notre expérience, mais c'est comme ça que l'on transmet, parce que demain, j'ai dit d'ailleurs à quelqu'un qui m'a dit qu'il souhaitait que je recule mon âge en arrière de 30 ans, j'ai dit non, je me prépare maintenant à aller vers Dieu. Maintenant que les générations montantes et futures puissent travailler pour prendre le relais. Donc, une fois jamais, en 2026, Gavé est candidat, vous lui apporterez votre soutien? Je ne peux pas le dire parce que c'est pas Clément Mirassa qui apporte le soutien, c'est le Parti social-démocrate congolais. Donc, si un tel problème se pose, nous aurons des débats au sein du... Parce que, Arsène, je le dis pourquoi. Parce que nous avons été, j'ai été au FROCAD avec Pascal Tchati Mabiala, Claudine Munari, etc. Lorsqu'on est parti à l'élection en 2016, le FROCAD avait comme candidat Pascal Tchati Mabiala et Claudine Munari. L'IDC avait comme candidat Brice Parfait Kolela et Okombi. Mais figurez-vous que lorsque le Parti social-démocrate s'est réuni, nous avons choisi de soutenir Jean-Marie Michel Moukoko, qui n'était ni à l'IDC ni au FROCAD. Donc c'est le résultat des débats intenses qui se basent sur la force des idées, et nous finissons. Et nous ne regrettons pas d'avoir soutenu Jean-Marie Michel Moukoko. Alors, Monsieur Clément Mirassa, ces dernières semaines, pour ne pas dire ce dernier trimestre, vous avez été très illustre par cette affaire, l'accord avec le Rwanda, et je crois que nos internautes ce soir, nos téléspectateurs qui nous suivent sur des chaînes partenaires aussi, voudraient donc vous réécouter sur ce sujet, mais nous allons être très précis. Vous avez écrit au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, qui vous a répondu, qui vous a donné un beau teint pour regarder, pour que vous sachiez qu'il y a eu transparence dans la gestion de ces accords. En un mot, ou en quelques mots, quelle a été votre réponse auprès de vous? Non, d'abord, il faut une mise au point, Arsène. Il faut une mise au point. Allez-y. Anatole Koliné-Makosso ne peut pas parler de transparence. Non.
Colline Makosso a choisi la diversion et la confusion des Congolais et il n'a pas voulu répondre aux questions essentielles qui ont été posées par ce dossier. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait et qu'il y a un deal entre les gouvernants actuels, certainement les dignitaires du PCT et le Rwanda. Qui peut se résumer en quoi ce deal? Première chose, nous n'accepterons jamais que le Rwanda utilise les terres congolaises pour se procurer les moyens financiers pour entretenir la guerre et massacrer les populations à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'ambassadeur rwandais a rencontré le 27 juillet 2021 le ministre Pierre Mabiala pour lui demander, d'après lui-même l'ambassadeur, pour lui demander des actes fonciers pour les terres que le gouvernement congolais aurait données à l'État rwandais. Et le premier ministre... L'ambassadeur, le diplomate n'a plus jamais reconnu ses propos. Ah non, il ne les a jamais confirmés. Nous suivons de près, il ne les a jamais démentis. Mais il n'a jamais confirmé aussi. Non, si, puisque ces propos sont repris dans le site officiel de l'ambassade du Rwanda. Et je continue, puisque tu es dans les médias. Mais le site, plutôt le journal en ligne, Les Échos de Brazzaville, a bien repris la même information. Vérifiez bien, le Patriote a bien repris la même information. Et le Premier ministre vous a dit quoi à ce sujet? Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Le Premier ministre a donné une réponse. C'était pas à prendre en compte? Le Premier ministre nous a donné une réponse, Arsène, je suis désolé de dire, complètement hors sujet. Alors il nous dit que l'administration est écrite, elle n'est pas orale. Mais Arsène, relisons l'article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression par voie orale, par voie écrite ou par toute autre voie de communication. Et j'enchaîne. Jean-Marie Michel Mokoko a été poursuivi. La base, c'était quoi? C'est pas une vidéo. Et c'est maintenant que je comprends le caractère, Arsène, écoute bien, à la fois géopolitique et géostratégique, avec ce que nous savons au plan politique des visées du Rwanda pour se constituer ce que l'on appelle l'empire Imatuti. Arsène, est-ce qu'il est normal, franchement, est-ce qu'il est normal que nous puissions installer Crystal Venture à Maluku pour un pays de la République démocratique du Congo qui a de sérieux problèmes de guerre à l'Est et ici au niveau de l'Ouest? Non, il ne faut pas que les gouvernants congolais osent s'aventurer dans cette affaire. Dans tous les cas, le Premier ministre ne peut pas, je crois qu'il faut qu'il s'arrête. Pourquoi? Les Congolais disent non. Pourquoi Anatole Colline Makosso veut forcer les Congolais à accepter? Il fait quand même une ouverture. Il dit dans 3 mois, certainement, il n'y aura plus rien. On ne parlera plus d'ici le 8 décembre. Colline Makosso est juriste. Je me réserve le droit encore de faire les commentaires sur ces accords. Mais j'ai lu quelques-uns en diagonale, mais ce n'est pas ce que Colline Makosso dit. Parce que la dénonciation, pour certains, devrait intervenir 5 ans après, dans des conditions extrêmement dramatiques. Mais d'abord, il faut dépasser les 2 ans d'observation. Les 2 ans qui vont expirer en décembre. Les 2 ans d'observation, c'est ce qu'il dit par rapport aux autorisations provisoires qu'ils ont données. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans les accords. Et maintenant que nous avons les accords, nous allons au-delà de la position de principe que nous avons prise. Vous continuez à éplucher on continue et quand nous épluchons ça, nous nous disons c'est pas possible. Vous découvrez des choses. On se dit c'est pas possible. On ne peut pas en arriver là. On ne peut pas. Regardez. Il y a quand même une disposition que vous pouvez citer quand même. Mais parce que c'est pas possible, c'est scandaleux. Les Congolais qui nous suivent. J'en cite une disposition sur l'accord militaire. Oui. Le partage des renseignements, ça veut dire quoi? Le partage des renseignements, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nous nous mettons en conflit immédiat avec la République démocratique du Congo. Ça veut dire que aujourd'hui, ça c'est mon analyse personnelle, les dirigeants, les gouvernants de la République démocratique du Congo doivent certainement se méfier du Congo en disant que le Congo a choisi le camp du Rwanda avec lequel ils sont en guerre. Alors que le Premier ministre pense que c'est presque un peu le calme sur ce dossier, la polémique est tombée, vous êtes toujours sur le pied des guerres. Non, nous disons au Premier ministre que le peuple... Mais écoutez, le Premier ministre, d'ailleurs, il le relève dans la lettre qu'il nous a adressée, en disant que
nous n'avons pas été convaincus par la communication du gouvernement. Tout à fait normal, nous n'avons pas été convaincus. Mais le Premier ministre, le 21 juin 2024, au Sénat, lorsque le sénateur Magan lui a posé la question, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'y a qu'un seul parlementaire. Mais les parlementaires, ils sont combien? 151 députés, 72 sénateurs, ça fait 223. Sur les 223, il n'y a que Pascal Tchati Mabiala qui les a soutenus. Est-ce que c'est pas clair? C'est la représentation nationale. Et ensuite, vous avez suivi le débat au niveau de l'Assemblée. Vous avez suivi la déclaration de Claudine Munari, qui nous a un peu rejoint dans la question que nous posons. Il y a un menteur entre le Congo et le Rwanda. Qui est le menteur? Et pour nous, sur les questions de principe, nous disons, à partir du moment où dans une telle relation, il y a un mensonge, il faut carrément rompre. Parce qu'on pense peut-être que aussi, là-dessus, vous avez trop politisé ce dossier, peut-être qu'il était technique. Il était technique et dangereux. Et le fait que nous-mêmes, au plan intérieur, nous ayons suivi que c'est Denis Christel Sassou Nguesso, le seul à signer tous ces accords, qui a disparu lors de la campagne de communication, nous avons reçu le Botecan, le 7 août 2024. Les accords ont été signés quand? La première série en novembre 2021 et la seconde série en avril 2022. 2 ans après. C'est de la transparence, c'est ça? Mais non, Colline Makossa a un gouvernement qui a peur de la transparence. Prenez leurs différents comportements. Aucun d'eux, tels qu'ils sont là, aucun d'eux au gouvernement n'est en conformité avec la loi par rapport à la déclaration de patrimoine. Aucun d'eux, même pas Colline Makossa, qui est ministre depuis 2011, qui n'avait jamais fait de déclaration de patrimoine jusqu'en 2021. Et en 2021, celle qu'il a faite ne s'est pas faite conformément à la loi. Et on le leur dit maintenant. Parce qu'il faut que les Congolais sortent du silence. Oui, mais la loi n'est pas rétroactive. Colline Makossa, en 2011, il n'y avait pas cette loi. Si. La loi d'application. Non. La Constitution le prévoyait déjà. Je vais te faire un rappel. Je vais te rappeler. Mais, Arsène, l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 dit quoi? Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction politique doit déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et la loi devait déterminer la déclaration. Mais j'en viens. Et l'article 48 dit que le non-respect de cette disposition entraîne la déchéance. Donc, en fait, tous, le président Sassou, etc., si les Congolais étaient vigilants, on les aurait déchus de toutes leurs fonctions. Il n'y avait pas encore la loi, parce que la loi a été quand même prise. Non. Ils se sont conformés à la loi. Mais j'en viens. Parce que tu soulèves un problème très important. Lorsque la Constitution a été votée, on était sous la transition. Cette transition, le président Sassou Nguesso l'avait annoncé, elle était flexible pour une durée de 3 ans, mais elle en a duré 5. Et comment expliquer, Arsène, que pendant cette transition, on n'a pas pu prendre le texte d'application de cette disposition importante. Ça veut dire quoi? Et il faut que les Congolais le comprennent. Dès le 14 août 2002, lorsque le président Sassou prête le serment de respecter et de faire respecter, il n'est pas en conformité avec la loi parce qu'il n'a pas fait sa déclaration de patrimoine. Et le prétexte, c'est quoi? Il n'y a pas de texte d'application. Qui devait prendre le texte d'application? C'est ce gouvernement qui devait le prendre pendant la transition. Non, ils ont voulu faire une chose et il faut que les Congolais le comprennent. S'enrichir énormément au détriment du peuple congolais. Et une fois qu'ils ont senti qu'ils étaient suffisamment riches, ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire. Mais je te rappelle, Arsène, c'est moi qui ai introduit le recours à la Cour constitutionnelle pour dire que ce qui se faisait ne se faisait pas conformément à la loi. Alors donc dans le cours, peut-être pour terminer sur ce sujet précisément, les derniers développements de l'actualité, il y a quelques ONG qui se sont retrouvés et puis peut-être pour demander au gouvernement finalement d'expulser l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Quel est votre commentaire là-dessus? C'est le côté embarrassant. Et on sent que le gouvernement se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Pourquoi? Sous d'autres cieux, l'ambassadeur aurait été immédiatement convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement aurait réagi. Personne n'a réagi. C'est ça qui fait apparaître la duplicité entre les gouvernants, pas les peuples congolais et rwandais, mais entre les gouvernants du Congo et les gouvernants du Rwanda. C'est du domaine de la haute trahison.
Et les Congolais sur ce point, on a beau nous entraîner dans la terreur, etc., nous ne nous laisserons pas faire. Voilà bien, chers internautes, chers téléspectateurs, je vous disais que M. Clément Mirassa, voilà, depuis ce dernier trimestre, a vraiment approfondi ses accords, les a lus certainement, et puis bon, il trouve des arguments depuis un moment pour vous parler de ces accords. C'était donc une carte de ce jeu poker. Nous allons tirer une nouvelle carte qui parle des relations donc entre le Congo et les Fonds monétaires internationaux et toute la conséquence qui s'ensuit. Monsieur Clément Mirassa, vous connaissez bien les institutions financières internationales. Vous-même, vous avez été donc, vous avez travaillé en tant que ministre du Commerce, mais aussi déjà vous étiez dans le pôle financier et économique dans la gouvernance du Congo. Donc vous connaissez comment fonctionnent ces institutions. Le Congo a satisfait à ces 5 revues et aujourd'hui, il est presque félicité par le Fonds monétaire international. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, Arsène. Le Congo est dans une grave crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans. Dans un premier temps, ils ont pensé qu'ils pouvaient procéder à un ajustement interne. Après, ils se sont rendus compte qu'ils n'en étaient pas capables. C'est avec l'accord de toute la CEMAC, de tous les pays de la CEMAC, que globalement, nous avons pu signer en juillet 2019 un accord qui est très clair. Clément Mwamba avait été très transparent, nous avait donné la matrice des 48 mesures. Et on n'a pas pu respecter les engagements que l'on a pris. Et on nous a dit que la signature du programme avec le Fonds monétaire va nous sortir de la crise. Donc, on a signé en 2022, 2024, fin 2024, le programme s'est terminé, on devait sortir de la crise. On n'en sort pas. La souffrance et la misère a vraiment empiré dans ce pays. Et pourquoi ça se fait, Arsène? Mais est-ce que les gouvernants veulent véritablement aller vers la sortie de crise? Je dis non. Parce que pour moi, le Fonds monétaire nous assiste dans l'application, dans la mise en place d'un certain nombre de réformes. Mais les réformes fondamentales, nous n'en voulons pas. C'est ça que les Congolais doivent comprendre. La réforme essentielle, c'est laquelle? C'est la lutte contre la corruption. Quand tu prends les sommes qui devaient être allouées par le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, la coopération française, sur 3 ans. On a mis en place les institutions pour lutter contre la corruption. Mais justement, c'est ça le drame. Cette structure ne fout. J'utilise le mot que les téléspectateurs. La Commission nationale pour la transparence. La Ngele avait fait bouger les choses. Mais la haute autorité de lutte contre la corruption est venue faire endormir les choses et ça n'avance pas du tout. Bon, mais je constate que le président est dit-on décoré à plusieurs occasions. Donc c'est pour ça que je dis que les réformes essentielles, comme la lutte contre la corruption, qui devait permettre la récupération de l'argent qui a été dilapidé, n'avance pas. Mais pourquoi ça n'avance pas? Mais parce que ce sont les gouvernants eux-mêmes qui sont impliqués là-dedans. Mais je vous prends le cas du FIGA. Le FIGA, qui est à l'origine, qui est l'une des responsables, c'est pas la ministre Lydia Mikolo. Si je prends le dossier de l'Amir Ngele, l'un des dossiers qui certainement a contribué à le faire partie, ce n'était pas le dossier avec Tissé Chikaya, les 14 000 milliards, Arsène. C'est là le véritable scandale. En 2006, le président, dans son message sur l'état de la nation, déclare que nous avons des excédents budgétaires, qu'ils seront déposés chaque année dans un compte de stabilisation, qu'aucun franc ne sortira de ce compte sans la moindre loi rectificative. Et que chaque année, la Cour des comptes allait faire un audit qui allait être rendu public. 2006 à 2024, ça fait combien? 18 ans. Aucun audit n'a été fait. La Cour des comptes est là. Le Parlement est là, puisque ça a été... Est-ce qu'on a bougé? Mais l'argent a été volé. Parlons de la dette, justement, avec 8 000 milliards de dollars de dette que nous avons accumulé pendant des années. Vous pensez que c'est une fatalité, la dette? Est-ce que c'est une fatalité? Arsène, tu me fais sourire. Ouais. Tu m'as parlé de mon passé. Ouais. Justement, au moment où nous avons négocié avec le Fonds monétaire, j'étais conseiller économique chargé des relations internationales de Roger Rigobert Andeli. Et nous avons atteint
le point d'achèvement en janvier 2010. Et notre dette a été réduite de pratiquement 20 à 25%. Je te donne le chiffre. Notre dette avait atteint le niveau de 1565 milliards en 2010, janvier 2010. Aujourd'hui, décembre 2023, elle est à 8497 milliards de dollars. Et cette dette a connu une évolution fortement croissante alors que nous avions des excédents budgétaires. Il y a quelque chose qu'on n'explique pas. Et aucune responsabilité n'est établie. Qu'est-ce qui peut expliquer justement la faiblesse, peut-être pour terminer sur cette question précise, qu'est-ce qui peut expliquer cette faiblesse? Parce qu'on a vu le chef de l'État revenir constamment sur cette question de corruption, touchant presque tout le monde, l'administration, les magistrats et tout le monde. Mais qu'est-ce qui justifie la faiblesse? Pourquoi on ne fait pas davantage on ne fait pas davantage parce que les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers, qui se promènent, qui ne sont nullement inquiétés. Au contraire, quand vous avez volé ici, on vous amène à une position qui vous permet de voler davantage. Mais ceux qui sont nommés à la tête de ces institutions-là, c'est pas quand même des gens qui ont volé à gauche et à droite. Mais je prends le cas, puisque tu insistes beaucoup, je prends le cas de la haute autorité de lutte contre la corruption. Et comme vous aimez les faits, les preuves, le 9 décembre 2023, M. Ondongo Lita, il s'est adressé à la presse. Il a fait une déclaration. Il a dit quoi? Qu'ils ont mené des enquêtes, des investigations dans 30 structures, qu'il y a eu près de 53 plaintes et qu'il y a eu des dénonciations. Il a dit, nous sommes prêts à délibérer, à publier les résultats et à faire la saisine de la justice. Depuis le 9 janvier, le 9 décembre 2023 jusqu'à maintenant, vous avez entendu qu'Ondongo Lita a fait une moindre saisine. Mais vous voyez bien que le système est tellement puissant que soit il a été menacé, ça c'est moi qui le dis, soit il a été menacé, soit on lui a dit, écoute, tu n'avais pas été mis là pour régler ce genre de problème, nous allons voir là où tu vas. Et finalement, il n'y a rien qui se passe. Nous sommes, Arsène, nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde. Et nous faisons partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Notre indice de perception de la corruption, pour toi, pour que tu aies une bonne référence de notes, est de 22 sur 100. 22 sur 100. Donc, médiocre, nous n'avons pas la moyenne. Et sur le terrain, rien ne se passe. Bon, quand on relit les discours du président, 2016, il a parlé de ça. 2017, il a parlé de ça. 2018, il a dit, face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse de la justice et du droit. Seul prévaudra la loi. Où est la loi? Où est-ce qu'on en est? Ils se promènent tranquillement. Et les magistrats eux-mêmes là-dedans. Alors, Monsieur Clément Mirassa, je sais qu'il y a à boire et à manger, mais justement, cette situation, est-ce que ça justifie les difficultés que le gouvernement a aujourd'hui pour payer, par exemple, les pensions de retraite? Vous-même, vous êtes retraité, vous pouvez mieux dire. Et puis, les bourses des étudiants et tout ce qui attendent des salaires dans les budgets des transferts. Je vais essayer de prêcher le problème pour les retraités. Aujourd'hui, on me doit 41 mois d'arriéré. Prends les étudiants, prends ces jeunes qui sont à l'université privée de Marrakech, qui y sont encore parce que le Congo n'a pas payé. Prends les plaintes des jeunes étudiants de l'école d'architecture du Togo. Et quand je vois ça, Arsène, ce qui me préoccupe, on vient de créer des nouveaux départements. Je me dis, mais le Congo est dans une logique assez bizarre. Les gouvernants ne sont pas capables de réduire le train de vie de l'État. Vous avez vu au Nigeria, le président Tinubu a réduit son salaire de 50%. Il a supprimé les bureaux de la prime. Enfin, il a pris toute une série de mesures. Pourquoi au Congo, ça ne se fait pas? Et moi, j'ai suivi une émission faite... Dans tous les cas, ils accumulent aussi des arriérés d'indemnité. Lesquels? Le gouvernement. Oui. Mais justement, s'ils accumulent les arriérés, mais ce qu'il fallait faire, c'est réduire. Je ne sais pas. Parce que les gouvernants, ils savent. Le décret 2012-1037
qui a été pris en 2012, fixant les conditions et les avantages des ministres. Ça n'a jamais été publié au journal officiel. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont honte que les Congolais découvrent. Quand Colline Makosso parle de la transparence, pose-lui la question. Pourquoi ce décret n'a jamais été publié au journal officiel? Et pourtant, il a été publié. Mais quand vous avez quelques détails sur ce décret, mais Arsène, l'indemnité de logement d'un ministre d'État est de 2 millions. C'est-à-dire pratiquement 2 fois le salaire du fonctionnaire le plus gradé de la fonction publique. Vous trouvez ça normal? Et quand il y a la crise, on ne peut pas dire le ministre d'État est censé gagner 15 millions, on peut au moins lui supprimer l'indemnité de logement. Non, 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 on ne pense pas à ça. On continue et on fait. Et vous donc, vous qui avez des militants, mais aussi peut-être des familles, comment on vit la situation aujourd'hui dans les familles lorsque vous rencontrez les militants qui viennent vous voir? Mais la situation est très difficile. Parce que plus il y a la crise, plus il y a les problèmes sociaux, et il y a plus la pression sur nous autres pour que nous essayions d'apporter une solution à ces problèmes sociaux. Et comment on fait? Est-ce que c'est qui explique aujourd'hui le grand banditisme à Brazzaville, l'insécurité? Est-ce que les jeunes sont dans le désespoir? Ils doivent manger? Les jeunes sont dans le désespoir. Ils n'ont plus l'espoir dans l'avenir. Il faut que nous les rassurons. Il faut que nous agissons. En faisant quoi? Mais moi, je dis l'une des solutions, par exemple, c'est de faire la lumière sur les 14 000 milliards. Et ensuite... Mais vous savez bien qu'on a pu reconnaître ces 14 000 milliards. Qui n'a pu reconnu? Clément Mwamba a dit que... il ne faut pas parler de Clément Mwamba. Colline Makosso n'a aussi pas dit qu'il y avait de l'argent. Non, mais il n'y a pas d'argent parce qu'il est parti quelque part. Les ministres qui ont 2000 milliards dans les paradis fiscaux, ils ont eu l'argent là où? Ils l'ont travaillé où? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la question de l'insécurité à Brazzaville? Ah, l'insécurité, non. L'insécurité. Aujourd'hui, avec ces coups de machette. L'insécurité, Arsène. Mais nous ne sommes pas en paix. Tu me fais vraiment... ça me donne un mal au cœur. Pourquoi? Regarde ce jeune en Master 2. Qui a été assassiné dans des conditions. Regarde Amphilou, regarde. Et on n'arrive pas à arriver à bout de ce problème. Moi, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, bon, écoutez, moi, j'ai passé un bon moment de ma vie estudiantine en France, et j'ai vu que lorsqu'il y avait des moments comme ça, on mobilisait la police, on mobilisait la gendarmerie, on mobilisait l'armée, et on faisait les razzias dans les quartiers. Et aujourd'hui, l'arrivée de nouveaux commandants des polices, le général Obami et tout, ça laisse présager un espoir quand même. Bon. Il a pris ses marques, il dit il va pas accepter la pagaille et tout. Est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les choses? Mais le fils Obami et tout vient sur une situation qui perdure depuis. Mais il faut lui faire confiance. Parce que ça ne va pas être réglé en un tour magique. Moi, j'ai confiance en lui. Quelle est la solution un peu dans ça, entre que la police ou la gendarmerie arrête ces jeunes, présente au procureur, le procureur qui les met, qui n'a pas de prison pour les mettre, après on les retrouve presque dans la rue. Quelle est la solution, vous les hommes politiques? Non, mais la solution, depuis des années, vous ne pouvez pas garder la prison qui a été construite sous l'époque coloniale. Il faut construire des prisons bien adaptées, où les gens vont subir certainement une certaine rééducation, etc. Regardez, je le dis pourquoi. Mais Hugo Ngolondela a réussi à construire des structures dans la Bouenza qui semble-t-il pourraient... Donc, au niveau de la justice, on aurait pu construire à travers le pays des prisons. J'ai suivi le jeune Cédric Castellin-Balou qui a été pris pendant quelques jours à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Mais qu'à la gendarmerie, on a des gens qui devaient être à la maison d'arrêt et qui y sont, qui ne sont pas nourris. Non, écoutez. Il n'y a pas de place à la maison d'arrêt. Il n'y a pas de place. Mais là-bas où ils sont aussi, il n'y a pas de place. Non. Parce qu'ils sont entassés, etc. Mais il faut prendre des mesures. J'espère que dans le budget 2025, puisque l'année de la jeunesse, non, parce que c'est un aspect de la jeunesse. La plupart de ces gens, de ces jeunes, ils sont jeunes. L'année de la jeunesse, puisque Thierry Mungala nous a dit que c'est maintenant 2024, 2025 et 2026. C'est une année à 36 mois. Bon, mais écoutez, pendant les 36 mois, pensez aussi aux jeunes, à la délinquance juvénile. Et dans ce cadre, à mon avis, il faut accorder une attention particulière à la construction des prisons, à la rééducation, à la formation, à la récupération de ces gens. Mais l'un des aspects passe par la réduction fondamentale du chômage.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission, ce jeu poker qui a été très dynamique. Nous recevions monsieur Clément Mirassa, il est le président du Parti social-démocrate congolais. Continuez à suivre Poker tous les jeudis à 21 h. Merci et à jeudi prochain.